On a, j'allais dire, deux portraits de femmes, à notre disposition. Maïs Abeille, qui va nous parler d'une autre... Je vais pas parler de moi, hein. Je vais parler de voilà. Assia Djebar et moi. Voilà, justement, qui va nous parler de Assia Djebar. Alors, je ne vais pas en parler d'Assia Djebar, puisqu'elle va en parler. Ça, deux mots sur Maïs Abeille, qui est une amie de la maison et du diocèse. Ah, depuis il ne faut pas dire la date, enfin depuis longtemps, qui est née à Sar el-Boukhari, si je prononce à peu près bien, au sud d'Alger. Je n'irai pas l'année parce que ça ne se dit pas quand c'est une dame. Ce qui est sûr, c'est que déjà nous-mêmes, on se connaît depuis au moins 20 ans ou je ne sais pas combien. Voilà. Elle n'a pas changé. Hein. Non, elle ne change pas. Romancière. Élixir de jeunesse. Elle-même. C'est quoi et c'est peut-être aussi l'occasion, je sais qu'il ne va peut-être pas aimer que je le fasse, mais je vais le faire quand même, de demander à Davidé de se lever, parce que Davidé est le troisième, j'allais dire, personne, voilà, qui est le nouvel évêque d'Oran, qui vient donc d'arriver, qui a été installé vendredi. Content d'être avec vous. Voilà. J'ai fait votre connaissance. Merci. Et Davidé, vous avez peut-être entendu, il est italien. Ça aussi, c'est très bien, parce que ça... Voilà, on sort d'évêques uniquement français, et je trouve que c'est... Voilà. On reste dans la Méditerranée, quand même. Et puis après, on aura, comme d'habitude, tout un temps d'échange ensemble. C'est Assia Djebar qui va nous parler de Maïs Abeille. Voilà, le livre s'intitule Assia Djebar, femme écrivain. Et non pas écrivain, qui emploie cette expression dans un texte que je cite d'ailleurs. Alors d'où m'est venue l'idée d'écrire ce texte sur Assia Djebar? Ça fait... j'ai tout lu d'Assia Djebar. J'ai tout lu, je connais tous ses livres. J'ai vu ses films parce qu'elle n'était pas seulement écrivain, elle a fait deux qui a été monté en Italie, tiens, justement. Elle a écrit des poèmes, elle a écrit du théâtre, c'est-à-dire qu'elle a touché un petit peu à toutes les formes d'expression artistique. Et je pense qu'elle aurait pu en faire beaucoup plus si elle n'avait pas été terrassée par la maladie. Assia Djebar, bon, il y a sa biographie, je ne connais pas par cœur les dates de biographie d'Assia Djebar. C'est pour ça que j'ai fait aussi mention de quelques repères biographiques, pour ceux qui ne les connaissent pas. Je pourrais vous les reprendre, là, lire ce petit passage qui est très court. En fait, cette idée m'est venue d'une part parce que ma relation avec Assia Djebar, c'est une relation très particulière. C'est pas une relation de femme à femme ou de femme écrivain à femme écrivain. C'est plus que ça encore. Je vais raconter ça pourquoi. Je ne prétends pas avoir écrit un livre sur Assia Djebar. Non. C'est un essai sur Assia Djebar. On m'a demandé un jour, pour un colloque universitaire aux États-Unis, de faire un texte, d'écrire un texte dans lequel on parlerait des seuils à franchir, les seuils de la porte. Donc le thème c'était les seuils. Et on vous laisse comme ça et on vous dit voilà, vous écrivez ça, vous écrivez quelque chose sur les seuils, qu'est-ce qu'on peut écrire? Bon, heureusement qu'on nous avait donné quand même plus de 3 mois pour nous préparer. Voilà, j'ai cherché désespérément un thème littéraire pour pouvoir entrer dans la thématique du colloque. Essayer de développer quelque chose. Et brusquement, m'est revenue l'idée de revisiter les livres d'Assia Djebar. Pour quelle raison? Au début, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on fonctionne, comment fonctionne la pensée, et le cheminement s'est fait. En fait, Assia Djebar, pour moi, c'est une des premières femmes algériennes qui a franchi un seuil, ou qui a franchi des seuils. Pas seulement un seul, mais des seuils. Et, bon, je vous dis, j'ai tout lu d'Assia Djebar, et moi j'ai découvert Assia Djebar lorsque j'étais très jeune. Parce que, comme tout le monde le sait ou ne le sait pas, c'est pas grave, j'ai
j'ai mis le nez dans la marmite, j'ai été une boulimique de lecture, de livres. À partir du moment où j'ai appris à lire, très jeune, je ne dois même pas dire votre âge, je n'ai plus levé la tête de... Je suis passée à côté de la vie, en fait. Pour moi, la vie, c'était ce que je découvrais dans les livres. Et les livres d'Assia Djebar, les romans d'Assia Djebar, je les ai découverts à... Je peux situer la date, c'était après l'indépendance de l'Algérie, donc c'est très clair pour moi. J'ai pu découvrir des livres dans une bibliothèque. Je raconte ça, je vais vous lire après un passage si vous le voulez. J'ai découvert donc les livres d'Assia Djebar au milieu d'un nombre incalculable de livres écrits par des hommes. Assia, le nom m'avait intriguée. Assia, d'abord c'était le nom de ma meilleure amie déjà, et puis bon, il y avait Mouloud Ferroun, il y avait Mouloud Mahamri, il y avait Kateb Yassine, il y avait Mohamed Dib, donc il n'y avait que des noms masculins sur l'étagère réservée aux romans francophones, aux romans d'Algérie. Donc, je me suis dit, il y a une femme qui écrit. Il y a des femmes qui écrivent. Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas vu de femmes, je ne connaissais pas encore. Je ne connaissais pas Marguerite Taous-Samro, je ne connaissais pas Jamila Debèche, comme après j'ai appris tous les autres noms des femmes qui l'avaient précédée, qui ne sont pas forcément très connues. À part Marguerite Taous-Samro, les autres ne sont pas très connues, mais on peut toujours en trouver. Moi, je ne les avais pas lus. Et j'ai pris ce livre que j'ai découvert donc, sur une étagère d'une vieille bibliothèque. Je vais vous lire le passage dans lequel je raconte ça. D'abord, par curiosité. Je me suis dit, tiens, une femme algérienne qui écrit. Et je me suis plongée dedans. Le livre était le second roman d'Assia Djebar qui s'intitule Les enfants du Nouveau Monde. C'était son second roman. Le premier, c'était un roman que je n'avais pas encore lu, que j'ai lu juste après, qui s'appelait La Soif, qui vient d'être réédité, vous trouverez très facilement. Il vient d'être, je ne sais pas si tu l'as vu, Non, je crois pas. il a été réédité par les éditions Barzac il y a une année ou deux. Et c'est un livre extraordinaire. Je vous dirai l'importance qu'il a dans la vie d'Assia Djebar. J'ai lu le roman Les enfants du Nouveau Monde d'Assia Djebar. Et là, ça a été, mais je vous dis très sincèrement, la révélation. Bon, j'étais encore assez, peut-être un petit peu trop jeune pour apprécier le style littéraire, la valeur, etc. et tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire qui était racontée, le décor qui était planté, etc. Et pourquoi j'ai été éblouie, et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, il m'a semblé que Assia Djebar décrivait le monde que je connaissais, le monde dans lequel je vivais, ma famille, les miens. Et c'était la première fois que je voyais ça, que je pouvais découvrir, qu'on pouvait raconter des choses qui se passaient à l'intérieur des maisons, de nos maisons à nous, des maisons algériennes. Bon, il faut dire que moi je vivais à Alger depuis quelques années, mais j'avais vécu assez longtemps à Aqsa el-Boukhari, qui s'appelait Boukhari, et les milieux dans lesquels décrivait, qu'elle campait dans ses romans, étaient exactement semblables à ceux dans lesquels je vivais. Et là, ça a été quelque chose qui m'a vraiment proprement bouleversée. Je me suis dit, la première des choses, c'est une femme qui écrit. Chez nous, dans la famille, les femmes, elles osaient à peine parler. Bon, c'était l'époque, hein, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien sûr, mais elle écrivait. Elle écrivait et elle décrivait. Elle décrivait un monde qui était censé rester dans le respect de l'intimité familiale, qui n'avait jamais été encore décrit, ou qui avait été décrit par des hommes, pas par des femmes. Mohamed Dib parle très bien dans la grande maison de Habch, comment ils appelaient le Dars Betar. Dars Betar, il parle, il raconte les relations familiales, les relations de voisinage, etc. On a l'impression d'y être. C'est vrai qu'il était, lui, entré dans l'intérieur des maisons. Mais ce n'était pas le même regard, c'était pas les mêmes... il ne se focalisait pas sur les mêmes choses. Et là, je me disais, mais enfin,
c'est possible de dire ces choses-là. Parce que dans ma famille, et dans beaucoup de familles de l'époque, c'est le silence qui était de mise. On n'avait pas le droit de parler, de trop parler, non seulement de parler de soi, mais de dire des choses. Et je me suis dit, mais alors, quelle audace elle a, cette femme, quel courage de dévoiler, c'était le mot à toute sa force, de dévoiler des choses qui sont cachées, qui sont tues, et qui sont, comment dire, interdites au public, entre guillemets, au public habituel, comment dire, masculin. Et puis j'ai découvert les autres, les enfants du Nouveau Monde, les impatients, enfin, j'ai suivi toute la trajectoire d'Essai Djebar. Et ça explique peut-être, je ne sais pas si vous avez compris maintenant, si je vous ai fait comprendre, pourquoi je parle de ça. Parce que Essai Djebar a franchi le seuil de ces maisons-là. Les maisons qu'elle décrit, bon, elle a vécu, elle, pas très loin d'un lieu aussi où j'ai vécu pendant longtemps, elle a vécu à Cherchel. Ils avaient une maison familiale à Cherchel, avec, vous savez comment sont les maisons familiales algériennes. Et là, je passe par le biais de l'architecture dans mon texte, les maisons algériennes avec le patio central, la cour intérieure, Srefa, ou le Hajj comme on dit. À Alger, on dit Srefa, à Cherchel aussi. Et puis les pièces tout autour, comme Dar Sbedar, de toute façon, c'est la même chose. Wustdar, voilà. Alors, elle a vécu dans une maison comme ça. Une maison, en français, pour qualifier cette architecture, on dit une maison de style mauresque. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, elle a vécu dans une maison comme ça. Elle avait un père instituteur, comme l'était le mien d'ailleurs. Toutes les deux, nous étions filles d'instituteurs. Mais ça, j'ai fait des rapprochements bien après. Et elle a vécu dans un milieu familial très conservateur et très traditionnaliste. Et elle en est sortie. Elle en est sortie puisqu'elle a eu... Alors, son père était instituteur, il tenait absolument à ce que sa fille fasse des études, contrairement à beaucoup de parents de cette époque-là. Bon, il faut dire qu'elle est née quand même en 1935. 35, je ne suis pas très sûre. 36. Je te rappelle? Oui, mais non, j'ai oublié. Mais voilà, j'ai rencontré par exemple des gens, en Allemagne surtout, qui m'ont dit, on a l'impression, puisqu'on a lu Assia Djebar, on a l'impression qu'en Algérie, toutes les femmes sont enfermées dans ces maisons-là. Vous voyez, parce que finalement, la littérature, cette indigène, quoi, comme on nous appelait avant, cette musulmane qui avait écrit un livre qui s'appelle La Soif et qui raconte une histoire d'amour. Une histoire d'amour au bord de la mer, etc. Et on l'a traitée de Françoise Sagan algérienne. Voilà comment on l'a... Algérienne ou musulmane, je ne sais plus. Enfin bref, elle a eu un grand succès parce que c'était inhabituel de voir non seulement une femme écrire, mais écrire sur ce thème-là. Voilà, donc elle est revenue en Algérie après ses études et elle a participé à la guerre de libération, elle s'est mariée et elle a participé à la guerre de libération, elle était en Tunisie avec les réfugiés tunisiens, elle aidait les réfugiés tunisiens, etc. Bon, on lui a fait, évidemment, quand elle a sorti son premier livre, il y a eu une pluie de reproches de la part de la famille révolutionnaire. Parce qu'on lui a dit raconter une histoire d'amour au temps de la guerre, ça ne se fait pas. Elle a été très très mal perçue à ce moment-là, hein. On n'a pas cherché à comprendre. Et après, elle a écrit toute sa trilogie sur la guerre, sur les enfants de la guerre, voilà, les enfants du Nouveau Monde, les impatients, La Soif et les Alouettes naïves. C'était la trilogie. Ensuite, elle s'est arrêtée d'écrire. Elle a arrêté d'écrire pendant une dizaine d'années. Elle explique dans un de ses livres, dans lequel j'ai trouvé la plupart des références d'ailleurs que j'ai utilisées, elle explique qu'elle avait besoin de se retrouver parce qu'elle avait fait trop d'efforts. Elle considérait qu'elle était allée un petit peu trop loin dans son écriture. Si vous voulez, enfin, on en parlera après. Elle s'est un petit peu trouvée en porte-à-faux avec sa famille. Et elle a repris l'écriture avec un très 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 beau roman qui s'appelle L'amour, la fantasia,
qui pour moi est le plus beau, le meilleur de ces livres. Je pense, est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Je pense. C'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est vraiment où elle entremêle l'histoire de l'Algérie, l'histoire coloniale de l'Algérie, et l'histoire d'une famille, l'histoire individuelle, son histoire à elle, etc. Vraiment très très beau roman. Et ensuite elle a continué, elle a publié. Elle n'a pas publié énormément, elle ne tenait pas à publier régulièrement comme certains auteurs, il leur faut leur roman de la rentrée, etc. Non. Elle écrivait ce qu'elle voulait. Je vous dis, elle a écrit un livret d'opéra, elle a fait un film. Début des années 2000, 2010, etc. En fait, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et bon, quand je l'ai rencontrée à ce moment-là, parce que j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir la rencontrer à plusieurs reprises, et à ce moment-là, elle commençait à avoir des problèmes, et voilà, ça c'est... Elle est morte et enterrée à Cherchell, dans son village natal, Cherchell qu'elle appelait Césarée. Et elle a laissé une œuvre qui, pour moi, est une œuvre qui compte non seulement dans la littérature algérienne, et je ne dis pas féminine, hein, je dis littérature algérienne, mais dans la littérature tout court, dans la littérature universelle. Sauf qu'il y a quelque chose qui est quand même, qui pour moi n'est pas très, très clair, c'est que par exemple en France, j'ai fait des rencontres autour de ce livre, hein, j'en ai fait plusieurs au mois de novembre et en septembre aussi, octobre-novembre. Et à chaque fois que je rentrais dans une salle, je disais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Essed Djebar? Il y avait 1, 2, 3 doigts qui se levaient, pas plus. Et pourtant, c'est une femme qui a eu quand même, qui a été admise à l'Académie française. Et c'est une femme qui a eu le prix de la paix en Allemagne. Le prix de la paix, c'est l'équivalent du Nobel. Elle a eu le prix de la paix en Allemagne. Elle a eu des centaines de travaux faits sur son œuvre aux États-Unis. Elle était maître de conférences aux États-Unis, en Louisiane. Elle a fait, elle était, en Italie, elle a eu des tas de prix, etc. Elle était traduite dans énormément de langues. Et en France, alors qu'elle écrit en français, eh bien, très peu de gens la connaissent. Ça, c'est une chose qui m'étonne. Ça m'étonne toujours, mais j'en ai parlé avec. Alors, ceux qui la connaissent, ce sont ceux qui vont à la fac, les étudiants en lettres. Là, quand il y avait des étudiants en lettres, il y en a beaucoup qui me disaient, oui, on la connaît, on a travaillé sur ses œuvres, etc. Mais très peu de gens la connaissent et savent qui elle était vraiment. Voilà. Le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Au commencement était la mer », quand je l'ai écrit et je l'ai envoyé, je l'ai fait remettre personnellement à Essed Djebar, parce que quand il a été publié, il était publié en France, je l'ai fait remettre à Essed Djebar et je lui ai mis cette dédicace, que j'ai reprise ici d'ailleurs, je lui ai mis « À vous, Essed Djebar », qui m'avait ouvert les chemins de l'écriture. Voilà. Et je le pense toujours d'ailleurs. Et voilà, puis j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Ça aussi, ça a compté pour moi à plusieurs reprises, dans des salons, dans des colloques. On s'est retrouvés dans plusieurs endroits, plusieurs occasions. Un hommage lui a été rendu, un très 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 bel hommage lui a été rendu à la Maison de la Poésie. Elle était présente, hein, elle était là-bas ce jour-là, par les plus grands noms de la littérature française. Et j'étais présente aussi, voilà, j'ai eu quand même la chance de pouvoir la rencontrer et discuter avec elle. Contrairement à ce que vous pouvez penser, on n'a jamais parlé de littérature. Ce qui l'intéressait beaucoup, et c'était elle qui posait les questions, c'était l'Algérie. Elle voulait que je lui parle de l'Algérie. Elle savait que je vivais en Algérie, elle savait que j'étais présente pendant les années 90, que j'avais pas quitté le pays. Eh ben, elle ne parlait pas d'écriture, elle ne parlait pas de littérature, ça ne l'intéressait pas. Avec moi, elle ne voulait parler que de l'Algérie. Et pour elle, c'était très très important qu'elle puisse... Bon, elle revenait en Algérie. À la fin de sa vie, elle a eu des problèmes, comme tout le monde. Des problèmes, quand son père est mort, problème d'héritage. Elle a eu des problèmes, donc elle a très mal vécu ça. On en avait beaucoup parlé un jour. Et elle s'était sentie rejetée, si vous voulez, rejetée par les siens. Et ça lui avait fait très très mal. Et je pense que ça a contribué justement à
peut-être à accélérer le processus de la maladie. Il me semble. Vous savez, Chagrin. le titre de son dernier roman, est-ce que vous le connaissez? Nulle part dans la maison de mon père. Eh bien, c'est exactement ce qu'elle m'avait raconté. Et pourtant, elle n'en parle pas dans le livre, hein, elle parle de toute autre chose. Mais nulle part dans la maison de mon père, c'est un petit peu, voilà, je vous explique les choses telles que je les ai entendues, telles qu'elle me les a racontées. Et voilà. Je reviens au seuil, si vous voulez bien. Oui, parce que je parlais d'elle. Cette notion d'enfermement, Attendez, oui, justement, c'est ça. Donc, je reviens au seuil. Pourquoi les seuils? Et pourquoi ça m'a fait penser à Essia Djebar? Et ma conférence, enfin la conférence que j'ai réussi à écrire au bout de je ne sais combien de temps de réflexion, apportait sur les maisons algériennes, sur l'architecture des maisons traditionnelles algériennes. On parlait de Sraifa, on parlait de Oustedar, etc. Est-ce que, puis de ce que je connais bien aussi, puisque mes tantes, mes oncles, mes grands-parents ont vécu dans ces maisons-là. Ben nous non, parce que mon père était instituteur, donc nous on habitait dans un logement de fonction, à l'intérieur de l'école. Donc c'était un peu différent. Mais j'ai pratiqué ces maisons-là. Et vous connaissez à peu près l'architecture de ces maisons-là. Quand vous frappez à la porte, quand on vous ouvre la porte, ça donne sur un couloir. Un couloir, c'est ce qu'on appelle un couloir en chicane. C'est-à-dire que le couloir donne sur le mur, il ne donne pas sur la cour. Et vous devez tourner pour arriver, c'est comme les maisons de la Casbah. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup des maisons comme ça ici. Je ne sais pas, à Orange. Il y en avait beaucoup, mais elles sont en mauvais état maintenant du côté. Un Jensen, il y a oui. des maisons communales qui ont été transformées en ce genre de maison. Ah bon? Oui,